Merci. Je tiens à remercier les membres du bureau du Collège national d'urologie de m'avoir associé à cet honorable séminaire du cours de collège d'urologie pour discuter ensemble une thématique qui est assez importante et de pratique courante traitant l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, on m'a accordé la tâche de vous parler de la sexualité et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, tout d'abord, je me présente, Dr Walid Smeh, professeur agrégé au service d'urologie du CHU Habib Bourguiba de Sfax. Donc, commençons par vous exposer le plan de notre cours. Donc, on va introduire le sujet et puis on va traiter l'épidémiologie de la dysfonction sexuelle en rapport avec les troubles urinaires du bas appareil urinaire en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et puis on va traiter les mécanismes physiopathologiques communs entre la dysfonction sexuelle masculine et les troubles urinaires du bas appareil en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et enfin, on va aborder quels sont les impacts des différentes approches thérapeutiques de l'hypertrophie bénigne de la prostate et sur la fonction sexuelle. Enfin, on va conclure. Donc, commençons par introduire ce sujet. Vous connaissez très bien que la sexualité représente une dimension capitale au sein de la vie du couple, avec un impact assez significatif sur la qualité de vie. Il paraît exister une corrélation entre les troubles urinaires du bas appareil urinaire en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'apparition d'une dysfonction sexuelle, avec un risque relatif d'avoir une dysfonction sexuelle en cas de troubles urinaires du bas appareil en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc un risque relatif multiplié par 4, et cette dysfonction sexuelle masculine, elle est souvent sous-évaluée par les cliniciens. Cette dysfonction sexuelle altère la qualité de vie, la vie sexuelle, relationnelle, avec un impact psychologique assez sévère, avec apparition parfois de troubles anxio-dépressifs et des troubles de l'humeur. Donc, l'objectif de notre présentation, c'est essentiellement de décrire l'épidémiologie des troubles sexuels liés aux troubles urinaires du bas appareil en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, expliquer les mécanismes physiopathologiques communs impliqués dans les troubles urinaires du bas appareil en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate et la réponse sexuelle. Enfin, on va évaluer l'impact des différentes approches thérapeutiques de la présence des troubles urinaires du bas appareil liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate sur la fonction sexuelle. Donc, commençons par le volet épidémiologique, et commençons par la dimension, la fonction érectile. L'hypertrophie bénigne de la prostate, donc, comme vous le connaissez très bien, que c'est une pathologie qui est fréquente et qui est liée à l'âge. Donc, elle apparaît généralement au-delà de l'âge de 50 ans, avec plus que 50% des hommes âgés de 50 ans et plus ont une symptomatologie évocatrice d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Et la dysfonction érectile, elle est également une pathologie dont la prévalence augmente avec l'âge. Donc, c'est décrit en rapport plusieurs facteurs de comorbidité qui est l'atteinte endothéliale qui est incriminée dans la genèse de la dysfonction érectile. La coexistence entre les troubles mictionnels et les troubles érectiles, elle a été considérée depuis longtemps comme une coexistence qui est fortuite en rapport avec le vieillissement. Actuellement, de nombreuses études s'accordent sur le fait que les troubles urinaires du bas appareil constituent un facteur de risque à part de la dysfonction érectile. Plusieurs études internationales
ont souligné la relation significative entre la dysfonction érectile et les troubles urinaires du bas appareil. Donc, commençons par l'étude longitudinale de Massachusetts Male Aging Study, qui est menée à Boston et qui a été donc menée depuis l'année 1986, traitant une cohorte de 1703 patients âgés de plus de 40 ans. Et cette étude, elle était parmi les premières à signaler cette association, cette corrélation entre l'apparition de dysfonction érectile et les troubles urinaires du bas appareil en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec 52% des hommes donc, qui s'y plaignaient de troubles urinaires de bas appareil présentent une dysfonction érectile et 66% donc, en cas de troubles urinaires de bas appareil sévères. Une deuxième étude donc, qui a étudié la corrélation entre l'apparition d'une dysfonction érectile et une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est celle de National Health and Social Life Survey, donc traitant 1410 patients, et ils ont trouvé qu'une corrélation existante entre la dysfonction érectile et les hommes qui se plaignent de troubles urinaires du bas appareil. Donc, 10% de ces patients qui se plaignent de tuba donc, présentent une dysfonction érectile avec un odds ratio assez élevé de 3,13. Une troisième étude qui a inclut 428 patients sans dysfonction érectile à l'inclusion avec un suivi de 2 ans, et ils ont trouvé qu'un risque relatif ajusté de développer une dysfonction érectile était à 3,67 chez les patients atteints d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Une quatrième étude, c'est celle qui traite, donc, c'est la clientèle de médecine générale, et ils ont, donc, c'est une étude qui a été publiée en 2005, qui a dénombré un risque relatif multiplié par 4 chez les patients présentant des troubles urinaires de bas appareil liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, une autre étude qui a été publiée en 2013 et qui a démontré une forte prévalence d'avoir une dysfonction érectile, c'est aux alentours de 71 à 80%, donc chez les patients qui sont atteints donc qui souffrent de troubles urinaires du bas appareil assez sévères. Donc, comme vous voyez, donc, diverses études qui ont démontré cette prévalence de la dysfonction érectile dans la population des hommes souffrant de troubles urinaires de bas appareil en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Elle est mieux corrélée à l'importance de la gêne urinaire qu'à celle de l'âge. Donc, une étude donc, néerlandaise qui a été qui a traité 1688 patients donc, et a démontré que la dysfonction érectile elle est en corrélation, donc en forte corrélation avec l'intensité de la gêne urinaire et avec un odds ratio qui est assez élevé de 7,5. Donc, d'autres études désormais n'ont pas démontré cette corrélation et c'est celle de l'étude de Young publiée en 2005 et qui ont mené une étude presque au bout d'une année de 50 ans qui sont âgés entre 43 et 92 ans, atteints d'une hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique. Et ils ont utilisé des questionnaires validés, à savoir l'AUASI et l'IEF-15, et ils n'ont pas trouvé de corrélation entre les troubles urinaires, donc les troubles mictionnels et la fonction érectile. Donc, comme vous voyez, donc, il y a certes une corrélation avec l'âge,
donc, entre la sévérité de la dysfonction érectile et l'âge, donc, mais il n'existe pas une corrélation avec les troubles urinaires, soit les troubles urinaires irritatifs ou bien obstructifs. Donc, comme on a traité la fonction érectile, donc, on va passer pour traiter la fonction orgasmique et éjaculatoire. Donc, il existe une étude multinationale qui a traité 12 815 hommes âgés entre 50 et 80 ans. Et cette étude, on a utilisé les questionnaires validés afin d'évaluer la fonction urinaire et la fonction sexuelle. Et donc, ils ont démontré que 46% des hommes souffrant de troubles urinaires de bas appareil est capable de maintenir une érection, donc c'est une condition, se plaignent de troubles éjaculatoires. Donc, c'est un chiffre assez important. Donc, c'est 46% des hommes qui se plaignent de troubles urinaires de bas appareil, donc présentent des troubles éjaculatoires. Cette dysfonction éjaculatoire, elle augmente de manière significative avec la sévérité des troubles urinaires de bas appareil. Donc, on a en cas de tuba léger, donc on a une dysfonction éjaculatoire aux alentours de 51,8%. En cas de troubles urinaires modérés, c'est aux alentours de 67%. Et en cas de troubles urinaires sévères, donc on a une prévalence assez élevée d'avoir une dysfonction éjaculatoire. Et même, on peut avoir une éjaculation douloureuse qui a été rapportée dans l'étude de Rosen. Bien, donc, une autre étude qui a été publiée en 2005 et qui a traité 1155 patients âgés entre 50 ans et 80 ans. Et ils ont démontré la présence de 68% de dysfonction éjaculatoire existait chez des patients souffrant de troubles urinaires de bas appareil liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Également, une étude britannique qui a démontré que 54% des hommes affectés dans leur fonction éjaculatoire rapportent que leur vie sexuelle est gâchée depuis qu'ils souffrent des troubles urinaires de bas appareil. De plus, il existait une diminution de la force d'éjaculation, donc la force éjaculatoire, qui a été notée dans 70,9% des cas. Et 56 à 63% des hommes affectés par une gêne urinaire et des symptômes obstructifs souffrent de troubles éjaculatoires. Donc, ça a été rapporté dans plusieurs études, comme vous le voyez. Voici une étude qui a été publiée en 2018 et qui a étudié la dysfonction sexuelle chez les patients atteint d'une hypertrophie bénigne de la prostate. C'est une étude qui a été menée au bout d'une année, les critères d'inclusion étaient essentiellement tous les hommes âgés de plus de 50 ans, ceux qui se plaignent de symptômes du bas appareil. Et voici ces histogrammes qui montrent donc la répartition de la dysfonction érectile donc là, avec la sévérité des troubles urinaires de bas appareil, la répartition de la dysfonction éjaculatoire en fonction de la sévérité des troubles urinaires et la répartition des deux fonctions sexuelles, donc la dysfonction érectile associée à la dysfonction éjaculatoire, bien sûr, en fonction des troubles éjaculatoires, en fonction des troubles urinaires. Et ce tableau illustre bien une forte corrélation qui existait entre la sévérité des troubles urinaires de bas appareil. Cette sévérité des troubles urinaires de bas appareil elle est corrélée avec l'âge, avec la
dysfonction érectile avec une différence assez significative. Donc, il existait une corrélation entre la sévérité des troubles urinaires avec l'atteinte de la fonction éjaculatoire, le désir et la satisfaction globale. Bien, donc la troisième dimension de la sexualité, c'est le désir. Dans cette étude, c'est la même étude qu'on a déjà parlé. C'est une étude multinationale, MSAM, qui a été publiée par Rosen en 2003. Et ils ont démontré que dans chaque catégorie d'âge, la fréquence de l'activité sexuelle elle est fortement liée à la sévérité des troubles urinaires de bas appareil. Et que la fréquence de l'activité sexuelle, c'est un bon indicateur de la satisfaction sexuelle et du désir, qui est parallèle à l'installation de la gêne urinaire. Et ils ont démontré que cette activité sexuelle, elle est aux alentours de 6,3 fois par mois chez les hommes présentant des troubles urinaires de bas appareil légers, et elle diminue à 3,4 par mois chez ceux qui souffrent de troubles urinaires sévères. Et il existait une corrélation entre l'installation de la gravité d'une dysfonction érectile, qui est évaluée par le score IEF 15, et l'importance des troubles urinaires, qui est évaluée par le score IPSS, et ce, indépendamment avec l'âge. Qu'en est-il de la climacturie? C'est essentiellement, ce sont les fuites urinaires qui apparaissent lors des rapports sexuels, qui ne sont pas rares chez les hommes souffrant de troubles urinaires atteints de HPP, et essentiellement lorsqu'il existait la composante d'incontinence associée, et que 48% des hommes qui en souffraient se disent très affectés dans leur sexualité. Nombreuses sont les hommes qui ont des troubles mixtionnels, redoutent d'avoir des pertes urinaires pendant les rapports sexuels, ce qui entraîne une forte limitation de leur sexualité. Donc, la présence de ces troubles urinaires de bas appareil, avec cette dysfonction sexuelle qui s'installe, et qui est en corrélation dans la majorité des séries, en rapport avec la sévérité des symptômes du bas appareil, il va y avoir une installation d'une altération de la qualité de vie, avec un vécu difficile. Cette altération de la qualité de vie, elle est en altération, c'est dû à l'altération de la qualité du sommeil, l'altération de la vie sociale avec les activités quotidiennes, une perturbation émotionnelle et des troubles de l'humeur, des troubles anxio-dépressifs, une perturbation de l'estime de soi avec un retentissement sur la vie du couple. Je passe pour le deuxième objectif, et essentiellement, c'est la physiopathie de la dysfonction sexuelle et les troubles urinaires de bas appareil. Y a-t-il des points communs? Et en fait, les mécanismes pathogéniques communs entre les symptômes du bas appareil urinaire et la dysfonction érectile, il y en a certaines hypothèses qui ont été publiées dans certains articles. Essentiellement, c'est l'altération de la voie de monoxyde d'azote via la guanylate cyclase et le GMP cyclique. Il y a une altération de cette voie, une diminution de la production du monoxyde d'azote et une altération de cette enzyme, une augmentation de la voie de rokinase, qui est impliquée dans la dysfonction sexuelle, essentiellement la dysfonction érectile et les troubles urinaires de bas appareil, une hyperactivité du système nerveux autonome et une athérosclérose pelvienne, qui est impliquée avec l'ischémie pénienne et prostatique. Voici un schéma qui a été publié dans l'European Journal of Urology en 2011, illustrant les différents mécanismes physiopathologiques. Il y a une altération, comme j'ai dit, l'altération de la voie de monoxyde d'azote, une élévation de la voie de signal de rokinase, une hyperactivité du système nerveux autonome et une athérosclérose. Autre tableau qui illustre
les mécanismes physiopathologiques qui publiés dans l'European Journal of Urology en 2005, et ils ont retenu des points communs entre les troubles urinaires de bas appareil, la dysfonction érectile et la dysfonction éjaculatoire. Donc, le point commun, c'est l'augmentation de l'activité alpha-1 adrénergique, donc qui est présent dans les troubles urinaires de bas appareil, dans la dysfonction érectile et la dysfonction éjaculatoire, une altération des récepteurs alpha adrénergiques qui est aussi présent dans les trois, les troubles urinaires, la dysfonction érectile et la dysfonction éjaculatoire, une baisse de la bioactivité du monoxyde d'azote, donc c'est une dysfonction endothéliale et qui est retrouvée essentiellement dans les troubles urinaires de bas appareil et la dysfonction érectile, et il y a un déséquilibre entre l'œstrogène et la testostérone qui est retrouvé dans les trois composantes, la dysfonction érectile, la dysfonction éjaculatoire et les troubles urinaires de bas appareil. Donc, le dernier volet, le dernier objectif, c'est qu'en est-il de l'impact des différentes approches thérapeutiques sur la fonction sexuelle? Je sais très bien que le traitement, la prise en charge thérapeutique, on va le voir donc cet après-midi, mais j'ai vu que c'est essentiel de traiter l'impact de ces différentes approches thérapeutiques sur la fonction sexuelle. Et commençons par la première alternative, c'est l'abstention surveillance de watchful waiting. Et généralement, les études, il n'y a pas de résultats clairs. Donc, on trouve une étude qui a été publiée en 2002 avec un suivi de 9 mois de patients qui ont été traités donc par une abstention surveillance, et on a trouvé parfois une amélioration, parfois une aggravation de la dysfonction sexuelle. Donc, une amélioration de l'érection de la rigidité, parfois une aggravation aussi de ces composants, donc une amélioration de l'érection dans 11% versus une détérioration, donc une aggravation de la fonction érectile dans 6% des cas, une amélioration du désir, de l'activité sexuelle dans 10% des cas, et versus 6% qui ont été une aggravation. Qu'en est-il de la phytothérapie, donc les extraits de plantes? Donc, aucun effet indésirable sexuel n'a été rapporté, donc essentiellement dans les études publiées en 2012. Concernant les alpha-bloquants, donc vous voyez très bien que il y a essentiellement avec la tamsilosine, il existe une altération de la fonction éjaculatoire, donc qui est plus prononcée, donc se voit avec la tamsilosine. Une autre étude qui a été publiée en 2016 et qui a montré la présence donc d'une aggravation de la fonction érectile qui a été observée avec la doxazosine. Par contre, une aggravation de la fonction éjaculatoire, elle est prononcée, elle est mieux, donc elle est notée avec la silodosine. Également avec la tamsilosine, il existe une altération de la fonction éjaculatoire. Concernant les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, donc c'est une étude qui a essentiellement dénoté qu'il existait une altération de la fonction érectile, une altération de la fonction du désir et de la fonction éjaculatoire, essentiellement observée avec le finastéride. Qu'en est-il des traitements combinés, essentiellement les inhibiteurs de la 5-alpha réductase avec les alpha-bloquants? Donc, dans cette étude de thérapie combinée, donc, on trouve qu'il existait une aggravation de la fonction érectile, une aggravation de la fonction éjaculatoire et une aggravation du désir. Dans cette étude aussi, qui a traité les effets indésirables des différents médicaments impliqués dans la prise en charge de la dysfonction, dysfonction urinaire, donc les troubles urinaires de bas appareil, et vous voyez que
le traitement combiné avec la tamsulosine et la dutastéride, on a une incidence de dysfonction érectile qui est assez élevée, avec une incidence d'avoir une dysfonction éjaculatoire, elle est aussi assez élevée, donc avec le traitement combiné. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, vous voyez, vous connaissez très bien que essentiellement avec l'avènement du tadalafil once daily à la dose de 5 mg, qui a bouleversé la prise en charge et l'arsenal thérapeutique. Et cette étude qui a bien illustré le bénéfice apporté par les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 il existait une amélioration de la fonction érectile. Donc, ce sont des patients, généralement, ils se plaignent de dysfonction érectile. Donc, l'apport du tadalafil once daily, il améliore non seulement les troubles urinaires du bas appareil, mais essentiellement l'érection, l'orgasme, la libido et avec une satisfaction globale. Donc essentiellement l'érection et la satisfaction, et il n'y a pas d'impact sur l'orgasme et la libido. Une autre étude qui a été publiée en 2015 et qui a rapporté l'apport du tadalafil. Il existait une amélioration de la fonction érectile et de la satisfaction globale. Les anticholinergiques ne sont pas des traitements de l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais généralement ils sont associés en cas d'une hyperactivité détruisorienne. Et il n'existait pas d'études qui détectent le retentissement des anticholinergiques sur la fonction sexuelle. Cet article résume ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est essentiellement la tamsulosine. Elle est associée avec une dysfonction éjaculatoire, de façon significative. L'alfisosine, doxazosine, ne sont pas associés à une trouble de la fonction éjaculatoire. Les finastérides et les dutastérides, sont fortement corrélés à une altération de la fonction érectile, la fonction éjaculatoire. Et dernier volet, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, on connaissait très bien que différentes alternatives thérapeutiques, différentes techniques chirurgicales, que ce soit la chirurgie à ciel ouvert, ou bien la résection transurétrale, l'incision cervico-prostatique, le green light, la vaporisation laser, l'énucléation au plasma, ils ont démontré que le green light, l'énucléation au laser au lion, la dynamectomie à ciel ouvert, parfois suspubienne, et la thermothérapie sont associés à une altération de l'éjaculation chez les patients opérés par ces techniques. Je conclue également cette étude, elle illustre bien l'incidence de l'altération de la fonction éjaculatoire, essentiellement avec la résection transurétrale, la dynamectomie par le ciel ouvert, l'OLED, et même avec l'énucléation plasma. Je conclus. Le paradigme, trouble urinaire du bas appareil, hypertrophie bénigne de la prostate et dysfonction sexuelle, il est établi. Évaluer la sexualité des patients pris en charge pour trouble urinaire de bas appareil, c'est primordial, c'est capital. La prise en charge des troubles urinaires de bas appareil améliore la fonction sexuelle, et la prise en charge des dysfonctions sexuelles améliore aussi les troubles urinaires de bas appareil liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et il faut informer systématiquement les patients qui vont bénéficier
d'une telle approche thérapeutique des différents effets indésirables de chaque approche. Et je vous remercie.